Tu t'es sûrement déjà demandé qui gagne vraiment de l'argent sur chaque smartphone vendu. Pas Apple, pas Samsung, je te parle d'une entreprise dont tu n'as peut-être jamais entendu le nom et qui vient pourtant de décrocher un contrat de plus d'1 milliard de dollars avec Samsung. Oui, 1 milliard. Et le plus fou, eh bien ce contrat n'est même pas un accident, c'est juste la dernière preuve que cette société est en train de devenir l'un des business les plus rentables et les plus invisibles du monde de la tech. Alors Interdigital donc, a annoncé un revenu annuel récurrent record de 553 millions de dollars au deuxième trimestre 2025, puis 588 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse donc de près de 50% en un an, avec des marges donc qui explosent et près de 85% du marché smartphone déjà sous licence. Et tout ça sans fabriquer un seul téléphone, sans usine, sans stock. Juste des brevets, de la R&D et un modèle économique si puissant qu'il ressemble presque à une machine à cash automatique. Et dans cette vidéo, donc, on va décortiquer la société derrière le milliard, comprendre d'où vient cette croissance démente, comment elle gagne son argent, et surtout si tu dois t'y intéresser pour ton portefeuille long terme. Parce que si une entreprise réussit à faire payer Apple, Samsung, Lenovo, etc., bref, quasiment toute l'industrie, eh bien c'est rarement un hasard. Allez, c'est parti, on plonge sur cette société. Alors, Interdigital, donc c'est un peu l'entreprise dont personne ne parle. Il y a de fortes chances que tu n'en aies jamais entendu parler. Mais pour le coup, elle fait tourner l'industrie mobile, la vidéo en streaming et bientôt une partie de l'IA. Elle ne vend ni smartphone, ni puces, ni applications. Elle fabrique des idées et elle les transforme en brevets, ensuite utilisés par quasiment tous les géants du secteur. Donc le cœur du business, c'est vraiment la R&D et la propriété intellectuelle. Interdigital développe des technologies essentielles, donc dans 3 domaines clés, dans le sans-fil, avec la 4G, 5G et maintenant la 6G. Ensuite dans la vidéo, avec la compression, les codecs, le streaming, l'optimisation. Et enfin dans l'IA appliquée au sans-fil et à la vidéo. Donc elle contribue aux standards mondiaux, donc le 3G, 3GP, MPEG, etc. Et ces inventions donc, deviennent des briques indispensables pour faire fonctionner les smartphones, les TV connectés, les plateformes de streaming, les objets IoT et même les voitures connectées. Interdigital possède un portefeuille donc, de licences Evergreen de près de 34 000 actifs. Donc un portefeuille qui grandit d'environ 6 nouveaux brevets par jour. Alors comment Interdigital gagne de l'argent ? Eh bien c'est principalement en licenciant ces technologies aux fabricants de produits qui utilisent donc ces inventions. En clair, donc chaque smartphone, télé, casque de réalité virtuelle, box internet, console, plateforme de streaming donc qui utilise une technologie standardisée, donc 5G, Wi-Fi, etc., doit payer une licence à Interdigital. Et le modèle donc repose sur plusieurs flux. Donc le premier, c'est les licences smartphones, donc là c'est le plus gros du business. Et au troisième trimestre donc 2025, Interdigital touche 491 millions de dollars de revenus annuels récurrents rien que sur les smartphones, soit plus de 80% de son total de chiffre d'affaires. Donc ce segment inclut des licences avec Samsung, Apple, Oppo, Vivo, Lenovo et Honor. Et au total, donc l'entreprise couvre 8 des 10 plus grands fabricants mondiaux, soit 85% du marché. Le deuxième flux, donc, c'est les licences Consumer Electronics et IoT. Donc là, ce segment touche les télés, PC, consoles, objets connectés, voitures, bornes de recharge, etc. Donc il représente environ 97 millions de dollars de revenus annuels récurrents, donc au troisième trimestre 2025, et continue d'accélérer avec de nouveaux accords, comme un fabricant notamment de bornes pour les véhicules électriques. Ensuite, le troisième flux, eh bien, c'est les licences vidéo services et streaming. Donc là, Interdigital détient des brevets centraux dans les codecs vidéo. Donc la société a engagé des actions contre Disney au Brésil où un tribunal donc, a reconnu l'utilisation de ces technologies dans les plateformes Disney+ et autres services vidéo. Et donc ce segment est encore jeune mais adressable à des géants comme Netflix, YouTube, TikTok, Disney ou encore Zoom. Et enfin, le dernier flux plus petit, eh bien, c'est les catch-up payments. Donc là, quand un accord est signé après litige, Interdigital récupère parfois donc, plusieurs années de royalties d'un coup. Donc par exemple avec Samsung, il y a eu 119 millions de dollars de catch-up, donc c'est-à-dire de paiements qui ont été payés suite à un litige donc par Samsung donc au deuxième trimestre 2025. Donc en gros, son business model, eh bien, c'est un peu comme un modèle d'abonnement. Interdigital donc, signe des contrats pluriannuels, souvent 5 à 8 ans, qui génèrent des revenus récurrents, des marges massives, donc 64% d'EBITDA au troisième trimestre, une prévisibilité élevée grâce aux standards obligatoires. Et donc pour expliquer simplement le business model, c'est le business model donc, d'IP as a service, donc c'est-à-dire qu'Interdigital fait de la R&D, crée des brevets, ensuite fait de la standardisation, elle fait des licences donc qu'elle licencie, et c'est ce qui produit du cash, et donc c'est ce qui permet de réinvestir dans la R&D pour créer des nouveaux brevets, etc.
Voilà un peu la flywheel d'Interdigital et comment il fonctionne. Au niveau de ses clients, eh bien, il y a 3 grandes catégories de clients principaux. Donc, il y a les fabricants de smartphones. Donc, comme je l'avais dit, Samsung, Apple, etc. Donc, ce sont eux vraiment qui rapportent le plus aujourd'hui. Ensuite, il y a les fabricants de télé, PC, IoT et automobiles. Donc là, on a les Samsung TV, LG, TCL, les fabricants automobiles, et les entreprises de bornes pour les véhicules électriques. Donc, ça représente une centaine d'acteurs potentiels au total. Et enfin, donc la dernière catégorie, c'est les géants du streaming et cloud vidéo. Donc là, on peut parler de Disney, Netflix, YouTube ou encore TikTok. Donc vraiment un marché en plein boom. Donc Interdigital est vraiment un pionnier technologique donc depuis 1972 et elle ne dépend pas du tout de la vente de produits, ce qui la rend donc vraiment scalable, ultra rentable et diversifiée par marché. Donc entre les différents marchés qui ont été évoqués donc précédemment. Et ils sont aujourd'hui donc le leader mondial dans le développement des standards. Alors maintenant, est-ce qu'Interdigital gagne vraiment de l'argent? Parce que quand tu regardes donc Interdigital pour la première fois, tu pourrais te demander, ok, donc ils font payer des licences, mais est-ce que ça rapporte vraiment? Eh bien la réponse est oui, et massivement. Parce que quand on voit les chiffres donc, du deuxième et troisième trimestre 2025, ils sont vraiment impressionnants. D'ailleurs, ces chiffres sont même en accélération, puisqu'on est à plus de 28% de croissance du chiffre d'affaires donc au troisième trimestre 2025. Avec 165 millions de revenus, un record donc qui dépasse même la guidance relevée en septembre. Donc leur ARR, donc le revenu annuel récurrent, lui grimpe de plus 49% sur un an, donc pour atteindre, comme j'avais dit, 588 millions de dollars, donc c'est vraiment un plus haut historique. L'accord avec Samsung à plus d'1 milliard de dollars, donc lui a créé un bond majeur dans les revenus récurrents. Donc en clair, vraiment chaque trimestre, l'entreprise verrouille de nouveaux revenus longs, stables et prévisibles. Niveau profitabilité, eh bien c'est une machine à cash. Interdigital a un modèle rare, pas d'usine, pas de supply chain, pas de coûts logistiques, c'est vraiment de la R&D et des brevets. Et donc on a vraiment une rentabilité qui explose, avec donc un EBITDA ajouté donc à 105 millions de dollars en hausse de plus 62% sur un an, des marges donc à 64% contre 50% un an plus tôt, et un bénéfice par action donc à 2,55$ et plus 56% par rapport donc à 2024. C'est vraiment le genre de marge qu'on voit chez Nvidia ou Visa, enfin vraiment des entreprises de qualité, et pas chez un simple propriétaire de brevets. Ils continuent vraiment d'améliorer leur effet de levier, et quand un nouveau contrat tombe, quasiment chaque dollar se transforme en profit. Ensuite, au niveau dette, eh bien, le CEO et donc le CFO répètent la même chose. Interdigital possède vraiment une forteresse. C'est-à-dire que l'entreprise a vraiment à près d'1 milliard de dollars en cash, donc très peu de dette financière, une capacité énorme à financer la R&D et les acquisitions sans fragiliser la structure et pour toujours proposer donc de nouveaux brevets, de nouveaux standards. Et ce match-là leur permet vraiment de tenir dans les litiges coûteux, notamment avec Disney, ou encore racheter des actions et puis aussi augmenter le dividende, puisque oui, Interdigital verse un dividende qui a d'ailleurs augmenté donc au troisième trimestre 2025. Donc c'est une situation financière très solide, surtout pour une entreprise qui dépend de négociations parfois longues. Au niveau efficacité et marge, eh bien là on a des marges de luxe, vraiment, et un free cash flow monstrueux. Interdigital est l'une des entreprises les plus efficaces du secteur tech, avec donc comme je le disais 64% de marge opérationnelle, c'est vraiment rare à ce niveau. Une structure donc qui devient plus rentable à mesure que les licences s'accumulent, et donc leur modèle IP as a service qui fonctionne comme un abonnement et sans coût variable. Donc le CFO le dit clairement, 2025 va vraiment doubler le free cash flow de l'entreprise, donc c'est presque du jamais vu. Et pourquoi autant de cash? Eh bien, il y a les catch-up payments, donc là les paiements en retard suite au litige, donc qui tombent en masse. Les nouveaux contrats, donc avec, comme on l'a dit, Samsung, Honor, etc., vraiment qui ajoutent du récurrent immédiatement. Et les coûts fixes en fait qui ne bougent presque pas, il y a du réinvestissement dans la R&D, mais ça ne représente pas tant que ça. Donc pour conclure, sur la partie financière, Interdigital coche vraiment toutes les cases d'une entreprise de qualité exceptionnelle. Une croissance solide, donc plus de 28% sur les revenus, une rentabilité explosive avec 64% de marge opérationnelle, un cash flow donc massif à 381 millions de dollars en un trimestre, là pour le troisième trimestre 2025, un bilan ultra solide et une visibilité énorme grâce à ces contrats pluriannuels. Donc ce n'est pas juste une entreprise rentable, c'est vraiment une entreprise qui a un modèle d'abonnement ultra scalable et protégée donc par des standards mondiaux et par un portefeuille de 34 000 brevets. Donc elle gagne plus d'argent chaque fois que le monde achète un smartphone, regarde une vidéo ou se connecte en 5G. On va voir maintenant l'aspect concurrentiel, donc qui affronte Interdigital, puisque l'entreprise évolue quand même dans un secteur très particulier, la monétisation des brevets essentiels, liés donc aux standards mondiaux. Ce n'est pas un marché énorme en nombre d'acteurs, mais c'est un marché rempli de géants.
Et pour comprendre sa position, donc, il faut savoir qui ils affrontent et sur quoi et avec quelles armes. Donc les principaux concurrents, eh bien, dans le monde du licensing, Interdigital fait face à 3 catégories d'acteurs. Donc les géants intégrés, donc comme Qualcomm, Nokia ou encore Ericsson. Donc là, ce sont les mastodontes historiques. Ils fabriquent des équipements, participent massivement aux standards et possèdent des milliers de brevets. Donc Qualcomm domine par exemple la 4G, 5G côté modem. Nokia et Ericsson sont très puissants dans les infrastructures réseau. Et vraiment, ce qui différencie Interdigital de ce côté-là, eh bien, c'est que ces entreprises donc, ont un mix business, donc elles vendent du matériel aussi, alors que Interdigital, lui, est vraiment pur IP, donc pas d'usine, pas de hardware, c'est vraiment du licensing. Donc là, il y a juste besoin de faire de la recherche fondamentale et des brevets, c'est vraiment un positionnement unique qui lui donne des marges très supérieures. Ensuite, donc la deuxième catégorie d'acteurs, eh bien, c'est dans les pools de brevets, là, donc ce sont des structures qui regroupent plusieurs détenteurs de brevets, notamment pour la vidéo, l'automobile et l'IoT. Donc là, on peut parler par exemple de MPEG LA, Sysbell ou Avanci, donc des boîtes très peu connues au final, mais pareil, donc qui proposent des brevets et des standards dans le même style que Interdigital. D'ailleurs, Interdigital collabore parfois avec eux. Mais donc la force d'Interdigital par rapport à ces autres entreprises, c'est vraiment que ces brevets sont essentiels, notamment pour les technologies de prochaine génération, la vidéo donc AI native, et donc via DeepRender, donc on verra après, qui a été un rachat récent de l'entreprise. Ensuite, donc la troisième catégorie d'acteurs qui elle fait face, donc c'est les acteurs asiatiques qui montent, notamment Huawei ou ZTE. Donc ces entreprises déposent beaucoup de brevets, surtout dans la 5G, 6G. Huawei est très agressif dans les standards et constitue un concurrent sérieux donc sur le plan technologique. Bon, l'avantage d'Interdigital, c'est qu'ils ont plus de 100 positions de leadership dans les organismes de standardisation. Donc ce niveau d'influence est vraiment rarissime, mais seuls 2 autres acteurs mondiaux cumulent autant de rôles. Donc maintenant, par rapport à la concurrence, on va voir pourquoi Interdigital fait mieux que les autres. Et plusieurs facteurs donc expliquent la surperformance actuelle. C'est surtout donc, premièrement, donc, une couverture marché qui est quasi totale au niveau des smartphones, puisqu'Interdigital est aujourd'hui donc licencié par 8 des 10 plus grands fabricants mondiaux. Donc c'est vraiment un niveau de pénétration supérieur à la majorité des pools de licences et supérieur donc, à certains concurrents directs. Et ensuite, deuxième point, c'est vraiment une spécialisation pure dans la R&D. Interdigital donc, ne vend aucun produit, ils innovent, déposent des brevets, participent aux standards et licencient leur IP. Résultat, eh bien, très peu de coûts variables, surtout des marges supérieures à Qualcomm ou Nokia par exemple, et un modèle donc, qui devient plus rentable à chaque contrat. Ensuite, troisième point, eh bien, c'est que Interdigital a une avance forte en vidéo, qui est un marché en hyper-croissance. Donc la vidéo représente 80% du trafic internet mondial. C'est vraiment un marché où Interdigital est l'un des pionniers, notamment dans les standards HEVC et VVC. Et donc avec l'acquisition de DeepRender, ils prennent de l'avance sur les futurs codecs AI native, donc pour tout ce qui est donc IA. Et enfin, quatrième et dernier point, c'est le leadership sur la 6G et les standards. Donc Interdigital est l'un des 3 seuls acteurs mondiaux avec plusieurs postes de direction au sein de la 3GPP. Donc cela leur donne un pouvoir unique pour influencer les standards 6G, donc les futurs brevets qui seront incontournables dans les années 2030. Maintenant, est-ce que l'industrie est en croissance ? Eh bien, de ce côté-là, les données marché montrent clairement que les segments adressés par Interdigital sont tous en croissance, avec donc des marchés adressables massifs, notamment au niveau des smartphones. Donc on a 1,2 milliard d'unités en 2025, avec une croissance donc de 3% par an. Au niveau IoT automobile, on est à 1,6 milliard d'unités, donc plus 6% par an. Et au niveau du streaming et services cloud, on est à 475 milliards de dollars, donc plus 11% par an sur ce marché. Donc tous ces marchés partagent vraiment 2 tendances structurantes, c'est que tout devient connecté, les voitures, téléviseurs, objets IoT, consoles, robots, tout nécessite de la vidéo, du Wi-Fi, de la 5G. Donc vraiment tous nécessitent des brevets et détenus par Interdigital. Le deuxième point, c'est l'explosion du besoin en bande passante, parce que forcément la vidéo 4K, 8K, le cloud gaming, le streaming, eh bien, ça nécessite énormément de bande passante. Et donc les entreprises doivent utiliser les technologies de compression et radio pour suivre la demande. Et encore une fois, donc c'est par Interdigital que ça passe. Et enfin, dernier point, c'est la 6G qui arrive, elle est prévue autour de 2030. Et Interdigital est déjà positionné dans les groupes de travail clés. Cela signifie donc une future vague massive de nouveaux brevets essentiels. Donc un nouveau cycle de royalties. Donc en conclusion, Interdigital n'est pas le plus gros acteur du secteur, mais c'est l'un des plus efficaces, des plus rentables et des plus influents dans les standards. Ses avantages, donc c'est vraiment 85% du marché smartphone sous licence, un leadership dans la 6G et les codecs vidéo,
des marges nettement supérieures aux concurrents par rapport à leur modèle, donc une forte croissance dans les licences non smartphones, donc le reste, tout ce qui est TV, IoT et automobile, et donc un business model, donc IP as a service qui est vraiment unique par rapport à la concurrence. Donc là, tu as clairement une entreprise avec un mode technologique difficile à reproduire et un marché en pleine expansion. Et justement, on va voir jusqu'où Interdigital peut aller. Parce que quand tu regardes cette entreprise aujourd'hui, tu vois une entreprise déjà vraiment ultra rentable. Mais quand tu regardes où elle peut aller, tu comprends pourquoi certains analystes la comparent à un mini Qualcomm, mais sans les usines et sans les risques. Et c'est là donc que ça devient vraiment intéressant pour un investisseur long terme. Parce que comme on l'a vu, donc le marché adressable est gigantesque. Donc avec les smartphones, donc, comme on l'a dit, qui représentent donc 1,2 milliard d'unités vendues par an, donc 460 milliards de dollars. Donc c'est une croissance modérée, mais Interdigital est omniprésent sur ce marché, 85% du marché, avec des accords notamment avec les plus grands acteurs, donc Apple, Samsung, etc. Donc avec l'objectif interne pour Interdigital au niveau des smartphones, c'est 500 millions de dollars de revenus annuels récurrents d'ici 2027. Ensuite, sur le secteur IoT automobile, là on est à 400 milliards de dollars de marché adressable. Donc ce marché explose, hein, plus 6% par an prévu sur les 3 prochaines années. Donc là encore une fois, le management d'Interdigital vise un doublement des revenus annuels récurrents sur ce domaine, donc d'ici 2030. Ils sont à 97 millions de dollars aujourd'hui et ils ciblent donc 200 millions de dollars, voire plus. Et enfin donc le troisième secteur, c'est le streaming et cloud service. Donc là, on est sur un marché à 475 milliards de dollars adressables. Donc là, c'est le segment le plus explosif, avec plus 11% de croissance par an prévue sur les 3 prochaines années. Donc là, Interdigital vraiment attaque le marché avec un angle unique, faire payer les géants du streaming pour l'utilisation de ses brevets. Donc on peut notamment parler de la jonction brésilienne contre Disney qui montre que ce segment est vraiment en train de s'ouvrir après des années de résistance. Et rien qu'un accord donc avec Disney ou Netflix pourrait représenter des dizaines de millions de dollars en revenus annuels récurrents supplémentaires. Ensuite, au niveau des catalyseurs de croissance, eh bien, on a les renouvellements premium donc des géants du smartphone, comme on l'a vu précédemment, notamment quand on voit le contrat d'1 milliard de dollars avec Samsung donc sur 8 ans. Le contrat également verrouillé avec Apple donc jusqu'en 2030. Donc chaque renouvellement vraiment augmente mécaniquement donc les revenus annuels récurrents. Ensuite, le deuxième catalyseur, c'est la bataille en cours avec Disney ou encore les autres services de streaming, puisque donc la justice brésilienne a reconnu officiellement donc la valeur des brevets d'Interdigital dans le streaming vidéo. Et donc c'est vraiment un précédent majeur. Les services vidéo donc sont le prochain gisement de croissance et la consommation vidéo donc représente 80% de tout le trafic internet. Et donc Interdigital est quand même très bien positionné pour ajouter pour licencier donc ses brevets et ajouter du revenu annuel récurrent de ce côté. Le troisième point, c'est l'acquisition de Deep Render. Donc là, c'est une bombe pour les codecs, notamment pour l'intelligence artificielle. Donc Deep Render apporte une équipe experte en compression vidéo par IA, des brevets stratégiques et une avance technologique sur le prochain standard vidéo global. Donc Interdigital veut intégrer des briques d'intelligence artificielle dans les futurs standards, dont la définition donc commence maintenant. Et si l'IA native donc devient un standard, eh bien Interdigital touche une redevance sur chaque télé, smartphone, console, navigateur, streamer, etc. C'est vraiment un potentiel énorme. Quatrième point, l'expansion dans l'automobile et l'IoT. Là, le marché donc, passe de 65 millions à 80 millions de véhicules connectés d'ici 2028. Au niveau des appareils, des objets IoT, on va passer de 250 à 350 millions d'objets d'ici 2028. Donc chaque voiture, objet connecté, forcément embarque de la 5G, du Wi-Fi, de la vidéo, etc. Et donc ça, tous ces standards contiennent des brevets d'Interdigital. Et enfin, le cinquième et dernier point, c'est le leadership dans la 6G. Interdigital donc, est l'une des 3 entreprises avec plusieurs postes de présidence dans le 3GPP. Et donc la 6G va arriver en 2030. Et là, l'entreprise est littéralement donc, en train d'écrire les brevets qui généreront les licences de la prochaine décennie. Au niveau de la projection par les analystes, les objectifs internes sont très clairs. L'objectif, c'est d'atteindre 1 milliard de dollars de revenus annuels récurrents d'ici 2030. Donc ce qui fait un CAGR annuel donc supérieur à 10%, notamment au niveau de la répartition. Donc on sera à 500 millions de dollars au niveau des smartphones, 200 millions sur l'IoT et l'automobile et 300 millions sur le streaming et les services cloud. Donc, et ce chiffre ne compte même pas donc les one-time catch-up, donc tout ce qui est litiges qui
qui seront résolus et donc payés par les entreprises, les litiges et les extensions SIG. Donc là, vraiment, l'entreprise vise un modèle ultra efficace, sans usine, sans capital lourd. Donc pour conclure, vraiment, quand tu mets tout ensemble, la taille du marché, le pipeline, les acquisitions, la SIG, les litiges, les renouvellements, tu comprends vraiment qu'Interdigital n'a pas atteint son pic encore, elle entre seulement dans sa phase d'expansion. Ce n'est pas une société saturée, c'est une entreprise avec un mode technologique, un modèle économique unique, des marges quasi inégalables et un marché total adressable donc qui explose. Donc là vraiment on a une thèse de croissance structurelle mais sans la volatilité d'une startup technologique. Et maintenant justement on va voir ce qui pourrait mal tourner après avoir vu tous ces points positifs. Maintenant on va voir les risques. Parce que même si Interdigital coche beaucoup de cases, l'entreprise n'est pas sans risque. Son modèle repose sur une réalité simple, elle ne fabrique rien. Elle licencie de la propriété intellectuelle. C'est puissant, mais ça expose aussi l'entreprise à des vulnérabilités spécifiques. Et notamment, les risques majeurs sont, le premier, eh bien, c'est le risque structurel par rapport à son business model, puisque Interdigital vit à 100% de ses brevets, donc pas de produits, pas de services, pas d'abonnement grand public. Donc si un client refuse de payer, eh bien, tout se transforme immédiatement en litige, et la direction donc, le rappelle régulièrement, les litiges de grande valeur peuvent être très longs. Donc les conséquences, eh bien, c'est des cycles de négociation longs, parfois multi-annuels, des revenus très concentrés sur quelques clients, de l'incertitude sur la date exacte d'encaissement. Donc le management a un excellent historique pour convertir les litiges en contrats, mais c'est un risque permanent. Le deuxième point, eh bien, c'est la dépendance à quelques grands acteurs, parce que sur le smartphone, donc Interdigital couvre 85% du marché. C'est impressionnant, mais cela veut aussi dire donc, que Apple et Samsung sont vraiment des clients absolument clés. Donc la moindre renégociation défavorable va peser immédiatement sur les revenus. Les renouvellements sont d'ailleurs des moments critiques où les deux côtés jouent au rapport de force. Donc si on prend l'exemple récent, le renouvellement de Samsung a nécessité une procédure d'arbitrage avant d'être conclu donc à $1 milliard. Si demain Apple ou Samsung donc décidaient de contester le taux des royalties, même temporairement, eh bien l'impact serait significatif. Ensuite, donc on a dans le même principe les litiges internationaux qui sont quand même un jeu coûteux. Dès qu'on commence à aller sur des litiges et du juridique, ça peut vite devenir cher, en plus d'être long. Donc on peut notamment parler du dossier de Disney, qui est un parfait exemple. Donc Interdigital a obtenu une injonction au Brésil. Donc Disney doit se mettre en conformité d'ici fin novembre, mais rien n'a garanti la suite. Les géants du streaming peuvent très bien refusent souvent de payer, et l'entreprise est donc obligée d'ouvrir des litiges multi-pays. Donc plus d'une douzaine de procès vont passer en jugement, donc rien que d'ici mi-2026. Donc c'est positif pour le stratégique, mais c'est aussi un risque énorme au niveau d'un point de vue opérationnel. Le quatrième point à noter, eh bien, c'est la complexité réglementaire justement autour de ces brevets essentiels. Puisque forcément ils sont de plus en plus surveillés, avec la pression de l'Union européenne, les tentatives de standardisation des méthodes de calcul au niveau des royalties, ou encore les pushes des OEM chinois, donc là pour réduire les coûts de licence justement, la Chine peut très bien copier. Donc Interdigital dépend directement des décisions des tribunaux, des arbitres internationaux et de la définition même de ce qui est des décisions justement qui seront favorables par rapport à tout ce qui est licensing. Donc vraiment, une décision défavorable pourrait réduire les marges, limiter la monétisation et créer un précédent juridique négatif. Le cinquième point, eh bien, c'est les risques liés au marché émergent. Donc là, pareil, il peut y avoir des problèmes, notamment quand on commence à s'attaquer sur des marchés moins réglementés, des systèmes judiciaires plus lents, des capacités de paiement plus faibles. Donc là, une non-signature prolongée retarde des dizaines de millions de dollars de revenus, et Interdigital donc, pourrait devoir multiplier les actions judiciaires, ce qui coûte cher. Après, il y a la pression concurrentielle également, notamment sur la vidéo, parce que c'est un segment stratégique pour Interdigital, mais il existe des alternatives. Les nouveaux standards réduisent de plus en plus la taille des fichiers, mais rien ne dit que l'industrie donc suivra les standards qui rapportent donc des royalties. Les géants du streaming accepteront de payer plutôt que de contourner. C'est à voir, est-ce qu'ils joueront le jeu, oui ou non. C'est vraiment aussi un énorme risque pour Interdigital. Donc voilà au niveau des risques principaux. Donc pour conclure au niveau des risques, eh bien l'entreprise a vraiment un mode énorme mais litigieux comme on a pu le voir. Interdigital c'est une machine à cash, mais c'est aussi un business où chaque dollar doit être défendu.
C'est un peu le compromis du business model, ultra rentable mais juridiquement intensif. Clairement, je pense que c'est vraiment le plus gros risque et le plus gros problème, hein. C'est toute la partie vraiment litige juridique, surtout d'un point de vue international. Ça peut être très long et très coûteux, donc c'est pour moi le plus gros risque pour Interdigital. On va passer maintenant au verdict. Donc Interdigital est vraiment un cas rare, une entreprise extrêmement rentable, ultra niche, technologique, mais avec un modèle économique totalement différent du reste du marché. Après avoir passé donc en revue tous les éléments, voici donc une analyse claire. Donc au niveau des chiffres, on a vraiment une croissance qui s'accélère avec des revenus annuels récurrents en hausse, donc à 588 millions de dollars donc au troisième trimestre 2025, c'est vraiment un record historique. On a une profitabilité monstrueuse, donc avec 64% de marge opérationnelle, 381 millions de dollars de free cash flow donc sur le trimestre, 425 millions de dollars donc sur les 3 premiers trimestres de 2025, un bénéfice par action donc, qui a augmenté de 56%, donc à 2,55$. On a vraiment un mode technologique gigantesque, donc avec plus de 34 000 brevets, un leadership dans les standards, hein, avec plus de 100 rôles de direction dans ce qu'ils appellent les SDO, donc les organismes internationaux. Donc voilà, on a vraiment une visibilité exceptionnelle d'un point de vue financier au niveau des chiffres. Le business model est vraiment un abonnement déguisé, hein. Le business model IP as a service vraiment basé sur un abonnement offre un haut niveau de visibilité et un flux de trésorerie fiable. Donc comme je l'ai dit, l'entreprise vise 1 milliard de dollars de revenus annuels récurrents d'ici 2030. Et donc vu la trajectoire actuelle, elle est même en avance sur cette feuille de route. Maintenant, les risques sont là, ils existent. Donc il y a la dépendance à peu de clients. Et puis après, surtout, il y a le problème de la pression réglementaire et des litiges qui peuvent être très longs et très coûteux. Et on peut également parler donc de la concurrence potentielle sur tout ce qui est vidéo, qui est un de leurs segments qui est en plus forte croissance. Donc ces risques ne tuent pas la thèse, mais ils augmentent vraiment la volatilité à court terme. Le modèle est rentable, mais litigieux par nature. Donc soyons clairs, Interdigital, c'est vraiment une très belle entreprise, les chiffres sont impressionnants. Le business est puissant, mais ce n'est pas une évidence au prix actuel. Donc là, au moment où j'enregistre la vidéo, l'action est autour des 310 $ pour un PE d'environ 22. Donc après une correction de 25% depuis les plus hauts d'octobre 2025, ça reste quand même cher à mon goût, compte tenu du modèle qui est très dépendant au litige, à la concentration des clients et de la volatilité inhérente aussi au business. Donc Interdigital peut vraiment devenir une très bonne action long terme, mais seulement avec une vraie marge de sécurité. Pour moi, une zone d'achat intéressante serait autour des 220-230 $. À ces niveaux, le risque est déjà mieux rémunéré, la valorisation devient plus raisonnable et tu as une vraie protection donc en cas de mauvaises nouvelles juridiques. À 310 $, le marché paie déjà beaucoup de bonnes nouvelles. Et pour être totalement transparent, moi je passe pour le moment sur cette entreprise. Je trouve l'action donc encore trop chère comme je le disais, mais aussi le business model est très rentable mais juridiquement très risqué. Et surtout je ne vois pas Interdigital donc devenir un multibagueur évident dans les années à venir. C'est une excellente entreprise mais pas forcément une action qui va faire x5 ou x10 selon moi. Donc avant d'investir sur cette entreprise, demande-toi simplement, est-ce que tu es vraiment à l'aise avec des litiges permanents? Est-ce que tu acceptes une volatilité qui peut être parfois brutale? Surtout justement s'il y a des mauvaises nouvelles par rapport à cette partie juridique et litige. Interdigital, donc c'est vraiment une action de croissance mais avec une volatilité juridique. Le poids recommandé dans un portefeuille, ça serait pour moi maximum entre 1 et 3%. Mais voilà, moi je sais que je ne me positionnerai pas sur l'entreprise pour le moment. Je me poserai peut-être la question si elle revient sur des prix très intéressants, mais aujourd'hui c'est beaucoup trop cher à mon sens. Donc Interdigital c'est une pépite méconnue, hein. Je suis pas sûr que tu la connaissais avant de voir cette vidéo. C'est un business un peu invisible, mais indispensable à toute l'économie numérique. Donc tu n'achètes pas un constructeur tech, hein, tu n'achètes pas un fournisseur non plus, tu achètes vraiment une part de la colonne vertébrale technologique mondiale. Entre les smartphones, le streaming, le cloud, la 6G, etc. Tout passe vraiment par là. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est vraiment que tu veux comprendre où va l'argent, comment fonctionnent les marchés, comment construire un portefeuille solide. Alors dis-moi en commentaire, donc quelle entreprise t'aimerais que j'analyse ensuite. Je choisirais celle qui revient le plus. Et si tu aimes donc ce type d'analyse claire et pédagogique semble là, pense à t'abonner. Et tu trouveras également en description donc une watchlist de mes entreprises growth, croissance, donc les potentiels multibaggers.
Donc n'hésite pas à la télécharger, c'est gratuit, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.